Bonjour et bienvenue au webinaire de l'Ouate. Changement important dans les habitudes de magasinage des fêtes. Ce webinaire sera présenté par Émilie Charbonneau, Kathleen Saint-Pierre et Alexandra Genet de chez Deloitte. À noter qu'il sera possible de poser vos questions aux conférencières dans la section Q&R ou Q&A dans le bas de l'écran. Bonne écoute! Bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente Alexandra Genet. Je suis associée et leader du secteur de la consommation pour le Québec chez Deloitte. Il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin et de vous parler de notre dernière publication des changements importants dans les habitudes de magasinage des fêtes. Je vais être accompagnée ce matin de Émilie Charbonneau, directrice principale en audit certification, et également Kathleen Saint-Pierre, associée en capital humain chez Deloitte. Donc, les trois sujets qu'on va aborder ce matin, le sondage, évidemment, sur le magasinage des fêtes, et ensuite l'avenir des centres commerciaux et finalement le pouvoir de nos gens avec Kathleen Saint-Pierre. Je vais juste partager. OK, parfait. Donc, je commence tout de suite avec notre étude, notre sondage. Donc, on a, comme à chaque année d'ailleurs, fait un sondage auprès de 1000 Canadiens de différentes provinces, de différents âges, pour pouvoir voir quelles étaient leurs pensées sur leur habitude pour les dépenses des fêtes. La situation a beaucoup évolué depuis notre sondage qui est paru l'année dernière à pareille date. En 2019, on avait déjà remarqué l'importance grandissante que prenait Amazon et ainsi que le rythme décroissant des soldes de l'après-Noël. La plupart des consommateurs pensaient dépenser l'année dernière autant, sinon plus, que l'année précédente. On va voir cette année que ce ne sera pas tout à fait la même situation. Et donc, nos 5 grands constats de notre sondage que vous voyez présentement à l'écran, qu'on va passer un petit peu plus en détail, mais les consommateurs, donc un Canadien sur 3 prévoit de réduire ses dépenses cette année avec une moyenne à dépenser de 1 405 qui représente une diminution de 18 %. La confiance des consommateurs diminue. Donc, 31 s'attendent à être en moins bonne position financièrement. Par contre, les dons de bienfaisance augmentent, donc les gens sont plus généreux cette année. La COVID a accéléré la transition vers le magasinage en ligne. Donc, on a 47 des consommateurs canadiens qui font plus souvent leur achat en ligne depuis le début de la pandémie. Au niveau du parcours du magasinage, donc il y a 66 des Canadiens cette année qui vont utiliser Amazon en premier pour pouvoir trouver et acheter des cadeaux et d'autres articles, évidemment, pour le temps des fêtes. Et finalement, il y a 78 des consommateurs qui disent avoir effectué des achats en ligne par des grands détaillants comme, par exemple, Amazon, Best Buy, Walmart. Et ils se disent très satisfaits. Donc, on va commencer, en fait, au niveau des perspectives économiques dans son ensemble et pour le temps des fêtes. Donc, on a 43 des Canadiens qui pensent que l'économie va s'améliorer ou demeurer stable en 2021. On a 56 qui, quant à eux, pensent que l'économie va s'affaiblir en 2021. Donc, ce qui fait en sorte que les consommateurs vont demeurer très prudents pour le temps des fêtes. La baisse de confiance des consommateurs ne change pas beaucoup d'une région à l'autre. Donc, on voit que dans l'Ouest canadien, on est à 56 par rapport au Québec à 59 donc, les pourcentages sont sensiblement les mêmes. Évidemment, les femmes sont légèrement plus susceptibles de croire que l'économie s'est affaiblie que les hommes. Le magasinage des fêtes et même le commerce de détail de façon plus large pourrait ne plus jamais être le même. On l'a entendu souvent dans les médias là, dernièrement, mais la pandémie, les mesures prises par le gouvernement et les autorités sanitaires pour pouvoir gérer la propagation du virus ont changé la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et magasinent.
Donc, les tendances de consommation qui étaient déjà bien amorcées, par exemple le magasinage en ligne, la livraison de l'épicerie, se sont accélérées et des changements qui auraient dû normalement se dérouler sur plusieurs années ont été condensés sur quelques mois. Même s'il y a un bon nombre de consommateurs qui se sentent relativement en sécurité en ce qui concerne les finances de leur ménage, ils sont moins optimistes quant aux perspectives économiques futures, puis ils vont demeurer prudents. Le Canada a constaté un solide bond de l'activité de détail au cours de l'été dernier. On s'attend par contre à des gains beaucoup plus modestes pour les mois à venir, y compris la période des fêtes. La reprise sur le marché de l'emploi va se poursuivre, mais va ralentir considérablement pendant l'automne et l'hiver. Donc, même si le chômage va diminuer, le taux va quand même demeurer sensiblement élevé. Au niveau maintenant des groupes d'âge, on voit qu'il y a 31 dans son ensemble, il y a 31 des consommateurs qui estiment que leur situation financière est pire qu'elle ne l'était à la même période l'année dernière. On voit que les femmes sont moins optimistes, comme j'ai mentionné, que les hommes quant aux finances de leur ménage. Et on voit par groupe d'âge, donc on voit que les jeunes Canadiens, malgré que c'est sensiblement dans les mêmes pourcentages, de 33 versus 32 pour les 35 à 54 ans et 29 pour les 55 ans et plus. Mais on voit que les jeunes Canadiens sont donc légèrement moins optimistes que les autres groupes d'âge. Donc, même si les Canadiens sont plus pessimistes en ce qui a trait aux perspectives économiques du pays, il y a quand même bon nombre là, qui pensent que leurs finances personnelles vont se maintenir. Il y a 48 des consommateurs qui estiment que leurs finances de leur ménage sont demeurées les mêmes que l'année dernière. Par contre, comme j'ai mentionné, il y a 31 qui prévoient être en moins bonne situation financière. Quand on regarde comment la COVID-19 a touché les Canadiens, ils ont été touchés de plusieurs façons, dont entre autres la perte d'emploi, des pertes financières, des baisses de revenus du ménage ou encore des augmentations des dépenses du ménage. Les plus jeunes Canadiens sont plus susceptibles d'avoir perdu leur emploi à 19 tandis que les Canadiens âgés de 35 ans et plus ont déclaré avoir subi davantage de pertes d'investissement en raison de la pandémie. La crise mondiale du COVID-2019 a eu des conséquences néfastes sur les entreprises et également sur les consommateurs. Il y a 68 des consommateurs canadiens qui affirment que la pandémie les a touchés d'une façon ou d'une autre. Le revenu du ménage de 29 des consommateurs a diminué et 26 affirment que les dépenses de ménage ont augmenté. Voilà. Si on s'en va maintenant à la prochaine diapo. Donc, comment aussi les habitudes ou les changements des habitudes des consommateurs ont changé par rapport à la COVID-19. Donc, on voit qu'il y a 52 des consommateurs qui font plus de cuisine à la maison, évidemment, sans grande surprise. On a également 39 des consommateurs qui vont faire des provisions le plus importantes pour leur garde-manger. Et on voit également que les achats en ligne sont en augmentation. Donc, 47 des consommateurs font plus souvent leur achat en ligne qu'avant la COVID, alors que 50 des consommateurs évitent de visiter les centres commerciaux intérieurs. Comme j'ai mentionné d'emblée, on prévoit une diminution des dépenses des consommateurs d'environ 18 donc, les achats moyens se situent à 1 405, qui est une chute de 18 comparativement à 2019. Les consommateurs, en fait, quand on regarde au niveau des États-Unis, si on le compare le Canada avec les États-Unis, on prévoit également aux États-Unis une baisse des dépenses du temps des fêtes. Par contre, c'est une baisse qui est un petit peu plus modérée, donc on prévoit une baisse de 7 pour des achats moyens de 1 855. On voit par contre dans notre sondage, dans les résultats de notre sondage, que les consommateurs québécois prévoient réduire leurs dépenses des fêtes de 10 donc ce qui est un peu moins que la moyenne nationale à 18 .
Étant donné les préoccupations puis les restrictions liées à la COVID, on peut s'attendre à ce que les déplacements et les soupers au restaurant soient frappés ou soient plus touchés, je dirais, par les réductions des dépenses des consommateurs. Par contre, on prévoit que les achats de cadeaux devraient également diminuer un peu. Quand on regarde là, quand on compare le montant d'achat de cadeaux de cette année, donc on était à 447 quand l'année dernière, nos consommateurs pensaient dépenser en moyenne 485. Donc, on voit une légère diminution. On voit par contre une augmentation au niveau des dépenses d'épicerie, donc 298 comparativement à 273 en 2019. Même chose pour les dons caritatifs, une augmentation des dons. Donc, les Québécois sont plus, les Québécois et les Canadiens sont plus généreux. Au niveau de l'alcool et du cannabis, ça reste sensiblement la même chose et on a une diminution marquée au niveau des déplacements à 104 versus 348 l'année dernière. Maintenant, si on regarde au niveau des canaux et des formules là, qui sont privilégiées. Donc, les achats en ligne continuent de gagner du terrain. Donc, en 2014, on voyait que les achats en ligne représentaient environ 30 tandis qu'en 2019, nous étions à 38 et en 2020, c'est 40 des consommateurs qui prévoient faire leur achat, leur magasinage en ligne. Les consommateurs canadiens s'attendent à dépenser 44 de leur budget en ligne, une hausse par rapport à 36 l'année dernière. Il y a 47 des consommateurs qui ont répondu au sondage qui indiquent qu'ils ont magasiné en ligne plus souvent depuis que la pandémie a éclaté en mars dernier. Et également, il y a 50 qui mentionnent qu'ils évitent de se rendre dans des centres commerciaux. Les consommateurs aiment encore l'expérience en magasin pour plusieurs raisons. Éviter les frais de livraison, pouvoir essayer les produits, les facilités de retour, obtenir leur achat instantanément et la possibilité de pouvoir s'inspirer et de trouver des idées. Par contre, les contres, je dirais, là, des consommateurs, c'est le risque de s'exposer à la COVID, les foules, les longues files d'attente et de devoir passer là, à la caisse, surtout avec les files que l'on voit là, qui ont commencé à augmenter là, dernièrement, que l'on voit dans les médias. Donc, la COVID a accéléré la transition vers le magasinage en ligne. Ça avait déjà commencé, c'était déjà en augmentation, mais ça l'a accéléré encore plus. Donc, les jeunes Canadiens, donc âgés de 18 à 34 ans, préfèrent les achats en ligne, donc à 51 aux magasins traditionnels. Tandis que les 35 à 54 ans sont au même niveau que l'année dernière, donc à 43 et finalement, les 55 ans et plus qui préfèrent le magasinage en ligne à 28 comparativement à 24 l'année dernière. Donc, les jeunes consommateurs sont plus susceptibles de préférer les achats en ligne, mais les clients de 55 ans et plus ont augmenté leur achat par rapport à l'année dernière, mais préfèrent encore de se déplacer de façon physique pour faire leur achat. Quand on regarde au niveau des types de détaillants, donc c'est les mêmes. Le top 3, je dirais, depuis 2019 n'a pas changé, c'est-à-dire que Amazon reste l'endroit de prédilection des consommateurs canadiens pour leurs dépenses. Ensuite, les grands détaillants et finalement les détaillants de boissons alcoolisées. Les mesures de sécurité sont excessivement importantes dans l'expérience d'achat des consommateurs. La façon dont les précautions sont prises par les détaillants va faire en sorte que ça va faire soit attirer des consommateurs ou soit plutôt les faire fuir. Donc, il y a le sentiment là, que les détaillants ont adopté des bonnes précautions chez les consommateurs. On retrouve donc à 58 qui ont pris les bonnes précautions. Il y a 13 qui n'ont pas pris les bonnes précautions. Il y avait un 29 qui était incertain. Donc, la distanciation physique, le nettoyage fréquent, le port du couvre-visage et bien plus, ce sont des enjeux principaux pour les clients anxieux pour la prochaine période des fêtes.
Les détaillants qui ont des boutiques physiques puis qui peuvent trouver des moyens de réduire les queues, les foules pour pouvoir permettre aux clients d'entrer, de trouver ce qu'ils ont besoin, de faire leur achat et de sortir rapidement et facilement, vont être en excellente position pour faire des gains pendant les fêtes. Maintenant, au niveau de l'influence du numérique. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, en matière de recherche sur les achats, Amazon demeure en tête, était en tête l'année dernière, a encore gagné du galon, si je peux dire comme ça. Donc, Amazon arrive en tête à 66 pour être le premier endroit pour commencer à faire les recherches et également pour conclure des achats. Donc, il y a 66 qui vont visiter Amazon, qui représente une augmentation de 6 par rapport à l'année dernière. Il y a ensuite 57 qui vont visiter Google, qui a une augmentation de 2 par rapport à l'année dernière. Et il y a 53 des consommateurs qui vont visiter les magasins. Et ça représente une diminution de 16 par rapport à l'année dernière. La popularité du magasinage en ligne croît rapidement, puis Amazon en est le principal bénéficiaire. Le géant du commerce de détail en ligne est devenu le premier choix pour les Canadiens pour la recherche comme pour l'achat de cadeaux. Il y a 37 des Canadiens qui sont également membres d'Amazon Prime et on va voir un petit peu plus loin l'impact de Amazon Prime sur les achats. Donc, les consommateurs, on voit maintenant par catégorie d'âge, donc on voit que les consommateurs âgés de 18 à 54 ans, donc pas seulement les plus jeunes, mais 18 à 54, les deux catégories classent Amazon en première place, tandis qu'on voit que les 55 ans et plus préfèrent, eux, visiter les magasins. Donc, si on revient plus particulièrement au niveau d'Amazon qui domine le marché et Amazon Prime qui aide à dominer vraiment de façon importante. Donc, au niveau du Canada, la recherche sur Amazon, c'est 66 des consommateurs qui vont commencer là. Au niveau des États-Unis, c'est 63 La recherche en magasin, comme je l'ai mentionné, 53 versus aux États-Unis, 47 après avoir magasiné et trouvé le produit recherché, il y a plus de la moitié des consommateurs qui disent effectuer leur achat finalement sur Amazon. Donc, 61 des gens vont acheter leurs produits sur Amazon. Quand on regarde au niveau des membres d'Amazon Prime, on voit qu'ils privilégient la plateforme Amazon pour acheter plus particulièrement des biens ménagers à 53 des articles pour la maison, des jouets et des passe-temps, des vêtements, des accessoires à 45 et finalement de l'épicerie à 27 Donc, il y a un Canadien sur trois qui est membre d'Amazon Prime. Et puis, les jeunes sont presque 2 fois plus susceptibles que les consommateurs plus âgés d'être membres d'Amazon Prime. Il y a 68 des membres Amazon Prime qui se disent plus satisfaits de leur expérience sur Amazon qu'ils ne l'étaient avant le début du confinement. Donc, on voit qu'avec la pandémie, Amazon a continué à satisfaire les consommateurs et donc, il y a de plus en plus de membres qui deviennent Amazon Prime et qui se disent satisfaits. Quand on regarde maintenant au niveau des préférences des consommateurs, donc les consommateurs vont encore et de façon peut-être un peu plus importante être influencés par les promotions. Donc, peu importe où ils vont faire leurs courses, les Canadiens ont l'intention d'être prudents à l'égard de ce qu'ils achètent et ils seront très influencés par les promotions. Parmi les promotions, on voit qu'il y a 54 des consommateurs qui voient la valeur des points de fidélisation, mais ils accordent encore plus d'importance aux réductions de prix à 77 et à la livraison gratuite à 67 On accorde plus d'importance à la livraison cette année, à la livraison gratuite cette année que l'année dernière. Donc, il y a une augmentation de 3 Puis, on accorde un petit peu moins d'importance au niveau des réductions de prix, donc 77 comparativement à 81 l'année dernière.
qu'est-ce que les consommateurs vont faire pour le temps des fêtes, donc au niveau des réceptions. Donc, la méfiance, évidemment, à l'égard de la COVID a poussé de nombreux Canadiens à réduire leur activité de divertissement prévue pour le temps des fêtes. Évidemment, au moment où notre sondage est sorti, les différentes règles par notre gouvernement du Québec n'étaient pas encore sorties, mais va venir confirmer en fait ce que les consommateurs avaient déjà prévu. Donc, il y avait 26 des Canadiens qui prévoyaient une réception à leur maison pendant le temps des fêtes, comparativement à 48 l'année dernière. Et il y a 51 des consommateurs qui se disaient vouloir éviter complètement de recevoir à la maison. Il y a 61 des consommateurs qui n'inviteront cette année que des membres de leur bulle et 60 vont inviter moins de gens que d'habitude. Donc, on voit que avant que le gouvernement Legault mentionne leur directive quant au temps des fêtes, les consommateurs avaient déjà prévu de se réunir en plus petits groupes et d'éviter de façon importante les réceptions à la maison. Donc, les Canadiens comptent dépenser en moyenne 293 cette année pour des réceptions à la maison, qui est quand même une hausse par rapport à 275 l'année dernière. Donc, malgré que les réceptions, que les consommateurs vont faire des plus petites réceptions, ils ne prévoient pas dépenser moins par rapport à la nourriture et par rapport aux réceptions. Les autres vont prendre des précautions plus importantes liées à la COVID. Donc, il y a 41 des Canadiens qui disent fournir du désinfectant pour les mains à leurs invités. Il y a 22 qui vont demander aux invités comment ils se sentent avant d'entrer. Et il y a 10 qui vont demander aux invités de porter le masque à l'intérieur de leur maison. Il y a également seulement 31 des consommateurs qui prévoient des repas formels servis à la table, qui est une baisse substantielle là, par rapport à 45 l'année dernière. Et au niveau des consommations pour acheter l'épicerie pour les fêtes, donc l'achat-ramassage sur place à 13 la livraison en bordure de trottoir à 12 et une livraison standard à 10 pour ceux qui vont vouloir faire l'épicerie en ligne et pour pouvoir ensuite aller chercher leur nourriture. Au niveau maintenant de l'échéancier des fêtes. Donc, est-ce que les soldes de l'après-Noël sont encore pertinents? Donc, il y a plus de la moitié des acheteurs qui prévoient de commencer à magasiner ou à faire des recherches tôt. Peut-être en vue d'éviter les foules, les longues files et une exposition éventuelle à la COVID. Il y a 2/3 des Canadiens qui prévoient commencer leur magasinage des fêtes avant le Vendredi fou. On y est vraiment cette semaine, c'est notre semaine pré-Vendredi fou. Et donc, les consommateurs prévoyaient là, commencer leur magasinage avant. Il semble qu'ils ne voient plus le magasinage du temps des fêtes comme une expérience amusante à chérir, mais ils voient plutôt ça comme une tâche à accomplir de la manière la plus rapide, la plus efficace et sécuritaire possible. Les acheteurs qui commencent avant la fin du mois d'octobre prévoient de dépenser plus par rapport aux acheteurs qui vont commencer plus tard dans la saison, mais moins que la moyenne des dépenses en 2019 sur toutes les périodes d'achat. Donc, on voit que le pourcentage là, des consommateurs qui affirment que leurs dépenses de l'après-Noël vont être affectées par les promotions du Vendredi fou et du cyber lundi sont de 38 pour les 18 à 34 ans, de 33 pour les 35 à 54 ans et de 22 pour les 55 ans et plus. Donc, les jeunes Canadiens, 38 sont plus susceptibles de dépenser plus tôt que leurs homologues plus âgés.
Donc, 31 des consommateurs disent que le vendredi fou et le cyberlundi vont diminuer leurs dépenses de l'après-Noël. Donc, les détaillants se demandent si le vendredi fou va avoir une incidence sur les ventes réalisées après les fêtes. Donc, il y a 3 fins de semaine entre le vendredi fou et Noël, cette saison des fêtes, comme l'année dernière. Et donc, il y a 52 qui affirment que leurs dépenses durant les soldes de l'après-Noël ne sont pas touchées par les achats effectués au début de la saison de magasinage des fêtes. Mais il y a quand même 31 qui disent avoir constaté au moins une certaine incidence des soldes du vendredi fou sur leur habitude d'achat durant les soldes de l'après-Noël. Les Canadiens dans les soldes de l'après-Noël, les Canadiens vont surtout rechercher des soldes sur les vêtements, les accessoires, les produits de santé, les cosmétiques et sur les produits et accessoires électroniques. Au niveau maintenant de la protection des données et des renseignements personnels des consommateurs. Donc, la méfiance des Canadiens à l'égard de la capacité des détaillants à assurer la sécurité de leurs données personnelles découle probablement de rapports très médiatisés d'atteinte à la protection des données de détaillants ainsi que de leur expérience personnelle. Il y a 37 des Canadiens qui déclarent avoir subi les répercussions d'une violation de données qui ont donné lieu au vol de renseignements de leur carte de crédit, de leurs données personnelles ou médicales ou de leur entité. Mais malgré ces craintes-là, il y a quand même 78 des Canadiens qui disent qu'ils donnent habituellement aux détaillants leur nom, leur numéro de téléphone ou leur code postal. Mais les Canadiens semblent plutôt réceptifs à fournir aux détaillants des renseignements plus généraux, comme leur genre, code postal, nom et courriel. Donc, il y a au niveau le niveau de confort là, pour le partage d'informations personnelles, c'est au niveau vraiment là, de ce que je mentionnais, le genre, le code postal, le nom et les courriels. Au niveau maintenant de la volonté des consommateurs à partager des informations personnelles, on va voir que les consommateurs vont être plus disposés à partager leurs renseignements avec des services médicaux, avec le gouvernement. Par contre, on voit par la suite que ça peut diminuer au niveau des épiceries ou des détaillants là, autres que des épiceries. Les consommateurs sont plus disposés à partager leurs renseignements avec certaines organisations qu'avec d'autres. Il y a seulement 20 des consommateurs qui vont être prêts à partager des renseignements personnels avec les détaillants en alimentation. Par contre, ils sont moins disposés à utiliser les plateformes numériques et les médias sociaux, ce qui est quand même un peu ironique, étant donné le nombre de personnes qui partagent librement sur elles-mêmes dans des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, etc. Par contre, ils sont prêts à fournir des renseignements beaucoup plus personnels à des détaillants dans certaines circonstances. Si on leur rassure, par exemple, que la sécurité est primordiale, donc il y aurait 57 des consommateurs qui indiquent qu'ils communiqueraient des renseignements personnels s'ils obtenaient une garantie complète que les renseignements fournis sont en sécurité. Dans une proportion de 52 les gens donneraient ces renseignements seulement avec leur consentement explicite et 51 veulent une garantie que leurs données ne seront pas communiquées à un tiers. Il y a quand même 34 qui aimeraient tirer des avantages concrets en échange de ces données personnelles. Donc, la sécurité est primordiale. Les détaillants qui vont satisfaire aux exigences des consommateurs en matière de confidentialité et de sécurité des données vont avoir plus de chances d'obtenir les données nécessaires pour dégager les perspectives qui changent la donne. Quand on regarde les consommateurs là, ont l'habitude de retourner dans les magasins, donc quand les consommateurs décident qu'ils vont aller en magasin, le nombre de boutiques que les consommateurs s'attendent à visiter là, pendant la période des fêtes est en moyenne de 4,6 magasins physiques, qui représente une baisse de 29 par rapport à 2019. Donc, ce qui vient un peu appuyer le fait que les consommateurs veulent un magasinage rapide, efficace et sécuritaire. Donc, ils vont déjà avoir fait leurs recherches, vont arriver dans le magasin, vont prendre ce qu'ils veulent et vont quitter par la suite. On voit que, par contre, quand on regarde le magasinage en ligne, il y a 7 différents détaillants en ligne qui vont être
qui vont être recherchés, c'est-à-dire que les consommateurs vont faire des recherches sur 7 différents détaillants en ligne qui représentent une augmentation de 4 par rapport à 2019. Les différents facteurs qui vont être susceptibles d'attirer les consommateurs dans de nouveaux magasins ou sur des nouveaux sites vont être de meilleur prix, la livraison gratuite, soit la recommandation d'un ami ou pour des produits qui vont être uniques en son genre. Donc, on voit que les meilleurs prix et les livraisons gratuites sont 2 éléments qui attirent l'attention des consommateurs. Quand ils décident, là, quand les Canadiens aujourd'hui ont moins tendance à entrer dans plusieurs boutiques, les recherches donc effectuées dans notre rapport L'avenir du centre commercial indiquent même qu'avant le déclenchement de la COVID, il y avait moins de consommateurs, il y avait moins d'achalandage dans les magasins. Et à ce titre, je vais maintenant transférer la parole à Émilie Charbonneau, directrice principale en audit et certification, qui va justement nous parler de l'avenir du centre commercial et donc créer un nouveau genre de destination pour le monde désolé, pandémie. Donc, Émilie, à toi la parole. Merci, Alexandra. Donc, évidemment, là, toutes les statistiques qui ont été énoncées plus tôt nous font prendre conscience, en fait, là, par ce gros moment qui est le temps des fêtes, des changements des consommateurs par rapport au magasin physique, au magasinage en ligne et également, par le fait même, au centre commercial et à son rôle. Donc, il me fait plaisir, en fait, de vous présenter là, les conclusions de notre étude sur l'avenir du centre commercial, puis ce qui est susceptible, en fait, de ramener les consommateurs en magasin dorénavant, soit dans le mode pandémie ou post-pandémie. Donc, Alexandra, si on peut avancer la slide. Est-ce qu'on... Okay, parfait. Donc, en fait, cette slide-là nous présente en fait une statistique qui est très intéressante dans le sens qu'on voit en fait là, que la diminution de la fréquentation des centres commerciaux avait débuté bien avant en fait la pandémie. Si on compare l'année calendrier, en fait 2019 à 2018, on remarque déjà une baisse de 22 de la fréquentation des centres commerciaux pour les 10 plus importants centres commerciaux au Canada. Puis, ça s'est continué en fait là, en février, si on compare février 2020 à février 2019, donc juste avant les 12 mois comparables, juste avant la pandémie, on notait déjà une diminution de 40 entre ces deux périodes-là. En fait, les caractéristiques communes à ceux qui ont vécu du succès pendant la pandémie, c'est évidemment la forte présence numérique qui était déjà en place avant cette transition-là, sa capacité à effectuer des ventes en ligne de e-commerce et la résilience là, de portefeuille de produits et des produits qui sont différents en fait de ceux qui sont présents sur le web. Ceux qui, au contraire, avaient des signes de faiblesse avant même la pandémie, les détaillants, on note là, les caractéristiques communes comme déjà une baisse de liquidité, une baisse des revenus engendrés, de la rentabilité, un recul de la marque de commerce, puis une détérioration là, déjà présente ou déjà amorcée de l'expérience client. Donc ça, ce sont tous des facteurs, en fait, qui peuvent expliquer là, soit le succès ou, en fait, ou les moments les plus difficiles pendant la pandémie. Alexandra, est-ce qu'on peut avancer à l'autre slide déjà? Donc, maintenant, je vais faire part, en fait, de 5 grands facteurs qui vont ramener, en fait, les consommateurs en centres commerciaux et dans vos magasins pour les détaillants. Le premier, c'est de faire de la sécurité et de la commodité une priorité. C'est-à-dire que les consommateurs ont vraiment exprimé une volonté forte de faire des courses rapidement, de les faire de façon facile, puis pour répondre en fait à leurs besoins d'interagir avec les autres. C'est un moyen social en fait de faire du magasinage. Donc, pour ce faire, ce que les acheteurs désirent, c'est un environnement qui est sûr, sans contact. Ils veulent aussi un service personnalisé, ce qui va faire la différence en fait entre l'expérience client en ligne versus en magasin. C'est vraiment ça qui va les ramener dans les lieux physiques. Les détaillants doivent évidemment repenser à la stratégie là, pour transmettre les produits de façon physique.
On peut peut-être revenir garder à la slide précédente. Donc, on a vu évidemment là, des innovations dans ce sens-là, que ce soit les caisses libre-service qui ont augmenté davantage, les options cliquer-ramasser, les options aussi de collecte en bordure ou dans des espaces réservés en magasin, en stationnement, je veux dire. Les options là, de cliquer, d'acheter en ligne en fait et de ramasser en magasin, les options de retour sans frais ou sans tracas. Et même des options là, de comptoirs centralisés dans des centres commerciaux où tous les retours de tous les détaillants sont possibles. Ce sont vraiment des innovations qui sont appelées à continuer dans l'avenir. Les consommateurs expriment en fait des désirs en ce sens-là. Afin de maintenir en fait les normes de sécurité et de propreté élevées, les détaillants évidemment et les propriétaires de centres commerciaux ont remarqué évidemment des frais supplémentaires pour assurer cette sécurité-là, qui se répercutera évidemment sur le bénéfice net et la rentabilité là, des détaillants. Le défi sera évidemment de déterminer quelle proportion de ces coûts-là sont absorbés par les locataires, donc les détaillants, et évidemment la portion qui pourra être refilée en fait aux consommateurs. Prochaine slide. Parfait. Le deuxième point, c'est de repenser en fait le rôle du magasin. À quoi il sert et à quoi il va permettre en fait d'avoir un pouvoir d'attraction sur nos consommateurs. La pandémie aura forcé tous les détaillants à repenser la taille et le nombre de magasins qu'ils ont, en éliminant évidemment les emplacements les moins performants, puis en se concentrant sur des magasins qui sont plus prestigieux, qui sont des salles d'exposition pour leurs produits et qui sont aussi des boutiques éphémères, donc un effet de temps. Non seulement les consommateurs sont plus informés maintenant, donc ils arrivent maintenant en magasin sachant ce qu'ils veulent et souvent plus connaissants même que certains vendeurs. Donc, le rôle du personnel va être clé et devra faciliter en fait l'achat en magasin, mais en offrant vraiment une excellente expérience client. Il faut vraiment miser sur ce point-là. La taille des magasins, comme je le disais tout à l'heure, devra être repensée, sachant qu'une grande proportion des ventes se font maintenant là, en ligne et qu'un grand volume là, d'espace magasin ne se traduit plus nécessairement par des ventes importantes. C'est pour ça que le format salle d'exposition, en fait, peut être très intéressant parce qu'il permet de démontrer les produits, il permet d'assurer une expérience client, mais le fait de garder des stocks en magasin ne sera plus aussi important, ou en tout cas sur une portion là, des produits. Cette approche-là, on l'a vu en fait chez Nordstrom plus particulièrement, puis je trouvais que c'est un exemple intéressant à vous démontrer. Vous voyez deux photos à l'écran. La première étant là, leur magasin standard, donc de très, très grandes surfaces de magasins. Et puis, on a vu au cours des dernières années là, le format Nordstrom local apparaître, qui est la deuxième photo. Donc, au contraire, sur la deuxième photo, on voit là, des espaces très restreints. Où la première portion à gauche est en fait l'endroit pour ramasser les livraisons. Donc, le plus grand espace du magasin est réservé pour ça. Et le reste de l'espace, au fond du magasin, on peut voir qu'il y a la salle d'exposition pour évidemment pouvoir toucher, sentir et vraiment vivre les produits en magasin. Et le reste de l'espace, c'est vraiment réservé à tous des services accommodants autour des produits. Donc, on pense à des services d'altération, d'emballage cadeau, bref, tout ce qui entoure là, en fait, la prestation de services autour des produits. Le rôle du personnel en magasin, j'en parlais tout à l'heure, va être clé. Il est appelé à changer, en fait. Il va être appelé à être davantage des vendeurs qui connaissent parfaitement leurs produits, qui sont capables de comprendre les besoins de vos clients et surtout de trouver des solutions pour y répondre, chose que la vente en ligne ne permet pas de faire. Donc, c'est vraiment sur cette valeur ajoutée-là que les détaillants devraient concentrer là, leurs efforts. Le rôle aussi des technologies pour soutenir vos conseillers en magasin est important, notamment pour récupérer de l'information davantage sur vos clients, pour trouver instantanément des renseignements sur les produits, chose qui est peut-être plus difficile pour certains consommateurs lorsqu'ils sont devant les plateformes en ligne. Elle va permettre aussi d'élaborer des recommandations qui sont directement attribuées à ces consommateurs-là précisément.
Et leur rôle va aussi être de faciliter les commandes à travers tous les outils technologiques qui seront à votre disposition, que ce soit, par exemple, les points de caisse automatiques, et d'assurer aussi la livraison lorsque ce sera une livraison à la maison. Donc, c'est vraiment le rôle de la technologie et des consommateurs et des conseillers en vente qui sera mis de l'avant dans le futur. Je parlais tout à l'heure de la technologie. En fait, la technologie va servir à faire deux grands objectifs, soit le rehaussement de l'expérience de magasinage par les clients en magasin, mais aussi l'expérience globale en centre commercial. Si on se penche davantage sur l'expérience de magasinage des clients, on pense entre autres aux essais de produits par des outils de réalité virtuelle. On pense aussi à tout ce qui est livraison à la maison de façon très rapide et également à tout ce qui est boutique éphémère pour ajouter cette touche-là qui n'est pas possible de faire rapidement et aisément en ligne. Finalement, on pense aussi à des outils de conciergerie en ligne pour nous permettre une navigation qui est facile. Ce sont vraiment les éléments qui vont permettre, en fait, le retour des consommateurs en magasin ou encore permettre une stratégie omnicanale qui est très fluide. Et finalement, évidemment, de compétitionner avec des grands joueurs tels Amazon, parce que ça va rendre l'expérience très facile et conviviale pour les clients. Au niveau de l'expérience globale en centre commercial, en fait, là, la technologie devrait permettre de fixer des rendez-vous en magasin. Comme Alexandra le mentionnait tout à l'heure, le fait d'avoir à faire face à des foules impressionnantes, des queues, c'est quelque chose qui rebute beaucoup de consommateurs. Donc, le fait de fixer des rendez-vous précis semble être quelque chose qui va être valorisé par les consommateurs. On veut des expériences qui sont instagrammables également, avec des mots-clics pour assurer en fait la mise en marché numérique. Également, ce qui semble très, très apprécié par les consommateurs, c'est des points de collecte uniques. Donc, un centre commercial qui offrirait un point où les gens peuvent se rendre et ramasser tous leurs achats en ligne. Ça serait quelque chose qui serait très apprécié par les consommateurs dans le futur. Et évidemment, dans ce sens-là, des espaces de stationnement réservés pour ces consommateurs-là pour faciliter la rapidité de la collecte de marchandises. Si on va à la prochaine slide, Alexandra. Donc, le quatrième point, en fait, qui est peut-être plus important, quoique on avait commencé à voir de plus en plus dans les centres commerciaux, c'est toute la révolution alimentaire qui est en train de se produire dans les centres commerciaux. Parmi les sondages qu'on a faits, c'est vraiment un des moyens, un des faits que les consommateurs désirent avoir. C'est une offre alimentaire qui est très intéressante et qui ferait en sorte qu'ils seraient incités à retourner en centres commerciaux pour répondre en fait à ce désir-là d'expérience sociale avec des autres, avec des chefs renommés en fait en centres commerciaux. Puis l'incitatif, en fait, pour les centres commerciaux de faire ça, c'est évidemment d'augmenter le temps des consommateurs qui vont passer en magasin et dans les centres commerciaux et qui va également augmenter la valeur là, pour tous les occupants du centre commercial parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que les consommateurs vont y passer plus de temps. Si on va à la prochaine slide, c'est vraiment un résumé ici de tous les éléments. Là, je vous ai parlé en fait là, du désir d'avoir des comptoirs de restauration de haut de gamme avec des produits locaux. Mais ici, c'est tous les 5 plus grands éléments qui apporteraient les consommateurs de retour en centres commerciaux. Donc, on a parlé du premier. Donc, à 35 % les gens seraient incités à vouloir retourner en raison là, de l'expérience culinaire qui se trouverait. À 33 % les gens seraient incités à y retourner pour des achats locaux qui permettraient vraiment de différencier de l'expérience en ligne, d'avoir vraiment un focus sur tout ce qui est local le plus que possible. Et un autre 30 % serait désireux, en fait, d'avoir des espaces où l'atmosphère est intéressante, relaxante et très belle visuellement. Ça, c'est un autre point que les consommateurs aimeraient vraiment. En troisième lieu, et dans une proportion similaire à 30 %, les consommateurs aimeraient beaucoup avoir des espaces de stationnement qui répondent à leurs besoins, donc qui sont faciles et qui n'apportent pas d'embûches. Donc, ça, c'est un élément qui est très important si on veut compétitionner avec des grands joueurs sur lesquels il est facile d'acheter des produits en online.
Et finalement, le dernier point là, qui serait très apprécié selon nos sondages par les consommateurs, c'est un lieu centralisé, comme je parlais tout à l'heure, où les consommateurs pourraient aller chercher toutes leurs commandes en ligne dans un seul point de ramassage, en fait. Donc, ça fait le tour de notre transformation de l'avenir des centres commerciaux. Maintenant, je passe la parole à notre associée Kathleen Saint-Pierre, en fait, associée en capital humain dans notre pratique de consultation et également leader de la transformation organisationnelle, qui va vous parler davantage du pouvoir de vos gens en magasin. Merci, Émilie. Bonjour à vous tous et toutes. Eh bien, en continuité avec tous les éléments très intéressants et pertinents que Alexandra et Émilie ont présentés jusqu'à maintenant, prenons quelques minutes pour parler peut-être au niveau des employés. Donc, le fait que vous êtes des leaders dans un secteur qui s'adresse aux consommateurs, la façon dont vous engagez, responsabilisez, protégez même vos employés, ne déterminera pas seulement votre vitesse de reprise et de croissance, mais définiront également vos relations futures avec vos clients. Nos données, nos recherches montrent qu'il existe un lien important entre l'expérience employée et celle des clients. Comme les consommateurs sont maintenant moins portés à visiter plusieurs magasins au cours d'une même journée, qu'ils limitent le temps passé parfois à naviguer, qu'ils réduisent le temps ou la moyenne de leurs dépenses prévues, comme nous l'avons pouvoir le constater cette année, il devient impératif de créer une expérience de travail optimale pour les employés afin d'obtenir des meilleurs résultats au niveau des clients. Pour gagner le cœur et la confiance des consommateurs, une culture axée sur l'humain dans l'ensemble de votre main-d'œuvre est important. C'est pourquoi nous avons mis au point quelques bonnes pratiques que nous aimerions vous partager ce matin pour responsabiliser vos employés, préparer votre lieu de travail ou continuer à améliorer votre lieu de travail et organiser un travail aussi qui va être significatif pour eux, bien évidemment. Donc, la façon que nous voulons le voir, c'est sous 3 actions essentielles. La première action, réitérer. Donc, réitérer votre engagement envers la main-d'œuvre. Il est extrêmement important de démontrer leur bien-être, leur appartenance, surtout dans ce contexte sans précédent comme nous vivons actuellement. Il est essentiel de mettre un accent particulier sur la sécurité physique, psychologique, financière, car elle s'étend non seulement au domicile des personnes, mais aussi sur le lieu de travail. Réengager, deuxième action principale. Donc, quand nous parlons de réengager la main-d'œuvre pour s'assurer que nous maximisons sa contribution, son potentiel dans nos organisations en évolution rapide est très important. Et finalement, repenser comment nous pouvons tirer parti de l'expérience de la réponse à la COVID-19 pour accélérer le futur du travail en soi. Donc, si nous passons à la prochaine page, quand nous parlons au niveau de réitérer, la première étape ou première action, comme les consommateurs continuent à tirer parti des comportements numériques qu'ils ont forgés pendant la crise pour rechercher des biens, des nécessités qu'ils ont besoin, nous comprenons que les entreprises cherchent actuellement aussi à redéfinir l'expérience en magasin, comme l'a expliqué Émilie et Alexandra plus tôt. Qu'est-ce que ça signifie pour les employés? Une grande partie de réitérer consiste à cultiver, renforcer le sentiment d'appartenance, mais peu de leaders se disent prêts à répondre à ce besoin. Comme vous pouvez voir à l'écran, quand nous parlons lors d'un récent sondage que nous avons fait au niveau de dirigeants d'entreprises au niveau canadien, environ 79 des répondants indiquent qu'il est important ou très important de renforcer le sentiment d'appartenance de la main-d'œuvre pour favoriser leur réussite. Au cours, ça, vraiment 12 à 18 mois. Donc, c'est quand même assez court terme. Toutefois, seulement très peu, 13 se disent prêts à répondre à cette tendance. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à quoi mettre en place pour pouvoir aider vraiment à gagner ou à assurer un sentiment d'appartenance des employés. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut penser quand nous parlons dans cet esprit-là? Bien, continuez à renforcer la manière dont vos employés contribuent à la réalisation d'un objectif plus important même en travaillant pour répondre aux besoins fondamentaux des consommateurs. Et partagez vos expériences aussi, qu'est-ce qui est bien fait avec eux. Engagez-vous à assurer le bien-être des employés en mettant l'accent sur le soutien physique et psychologique. Bien qu'il soit désormais courant de fournir des équipements de protection, comme nous voyons un peu partout, de faire des bilans de santé, de vérifier les températures, il faut prévoir du temps aussi additionnel pour faire des pauses mentales, très important.
Créer un endroit aussi qui est important, qui est sécuritaire pour les employés, qu'ils puissent se sentir en confiance dans les magasins, les salles à dîner, le salon des employés. Définir de nouveaux protocoles pour les magasins dans le meilleur intérêt des employés et des clients également. Soutenir les responsables de magasins pour s'assurer qu'ils sont liés à vos objectifs et leur donner la possibilité de prendre des décisions importantes, d'agir rapidement si nécessaire. Et bien entendu, communiquer, créer de l'engagement, renforcer la mission de votre organisation de manière continue. Communiquer avec vos employés, que ce soit par le biais de communiqués, de publications sur l'intranet, des diffusions sur le web et des communications aussi bidirectionnelles sur les mesures prises par l'organisation pour assurer un travail efficace en toute sécurité. Donc, ce sont des éléments qui sont importants à tenir compte et à considérer. Si nous allons à la page suivante, quand nous regardons au niveau de réengager et repenser, qui sont aussi deux actions très importantes, grâce aux recherches et analyses de Deloitte sur les tendances en capital humain, nous savons que l'apprentissage, le développement et le travail d'équipe devient de plus en plus important pour améliorer la productivité et renforcer la résilience des entreprises. Comme la demande est imprévisible en termes de consommation, on sait qu'il y a la période de Noël qui s'en vient, mais en toute chose, par ailleurs, on doit aussi augmenter et s'assurer de réengager les employés afin de maximiser leur potentiel, leur contribution, tout en donnant aux responsables de magasins, par exemple, un certain degré de flexibilité pour prendre des décisions locales, tout en respectant les politiques globales de l'organisation, que ce soit pour former les employés à des rôles diversifiés afin d'accroître la flexibilité dans le déploiement des ressources, par exemple. Ça peut être aussi également mettre en place un forum pour permettre aux employés de donner leur point de vue sur leur cours de leur expérience à travers des rassemblements virtuels, des enquêtes ou des sondages réguliers et rapides qui peuvent être utilisés pour recueillir de l'information un petit peu plus en temps réel. Considérer comment redéployer les employés aussi lorsqu'il y a des temps d'inactivité en raison d'un trafic peut-être un peu plus faible dans la journée ou irrégulier du magasin. Ce sont des éléments qui peuvent aussi aider, encore une fois, à motiver et engager vos employés. Communication fréquente, que ce soit au niveau des magasins, que ce soit au niveau des régions et des responsables. Donc, très important de garder un bon niveau de communication bidirectionnelle à nouveau. Et également, rencontrer les employés là où ils se trouvent, introduire la flexibilité, explorer les possibilités de donner des cours de soutien, d'offrir des avantages, par exemple, d'apprentissage ou de programmes de bien-être qui peuvent être fort utiles, particulièrement dans une période comme nous la vivons aujourd'hui. Quand nous parlons repenser, eh bien, on parle ici de quelques priorités qui sont importantes, donc commence à changer et émerger, repenser au changement du futur, de mettre en place peut-être des éléments qui pourront aider à vos employés, que ce soit pour l'accès à de l'information, pour qu'ils puissent être capables de savoir ce que l'organisation peut offrir comme aide également. Donc, ce sont des éléments importants. Et revoir aussi ce que nous parlons de la structure organisationnelle ou des éléments organisationnels qui font une évolution et qui aident à faire l'évolution aussi, de mieux utiliser les leviers, que ce soit du commerce numérique, commerce électronique, l'utilisation de plateformes numériques, etc., qui vont permettre, bien évidemment, aux employés d'être le plus efficace possible et le plus productif possible. Donc, en espérant que ces conseils vous seront utiles, je vais maintenant retourner la parole à Alexandra. Merci, Kathleen. Merci également à Émilie pour ta présentation. Donc, quand on regarde en résumé, 2020, évidemment, va être un temps des fêtes dont on va se souvenir longtemps. Les Canadiens, tant les consommateurs que les détaillants, n'oublieront jamais ce temps des fêtes particulier qui nous attend. La vente au détail, le magasinage des fêtes ne seront plus jamais pareils. La COVID a transformé la façon de vivre, de travailler et de magasiner des Canadiens. Elle a précipité des changements fondamentaux que l'on observait déjà dans le comportement des consommateurs. Le magasinage est bel et bien le magasinage en ligne est bel et bien en croissance et il n'y aura plus de retour en arrière. Donc, maintenant, je vais ouvrir au niveau des questions. Si jamais vous avez des questions pour nous, ça complète notre présentation et il nous fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.
De mon côté, Alexandra, je n'ai pas reçu de questions. Je ne sais pas si on veut vous laisser encore quelques minutes pour en poser. Oui, j'ai une question ici. En fait, les gens veulent savoir si la conférence va être disponible. Elle va effectivement être disponible sur notre chaîne YouTube du CQCD. Donc, c'est beau de mon côté. Je n'ai pas d'autres questions en ce moment. Donc, comme je disais, si vous voulez réécouter la conférence, elle va être disponible sur notre chaîne YouTube. Je voulais prendre le temps de vous remercier, mesdames, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a une Parfait, dernière merci. question qui vient d'apparaître. Oui, moi aussi, je viens de voir ça. Quel rôle pensez-vous que les cartes cadeaux auront dans le magasinage des fêtes cette année? Le rôle des cartes cadeaux va, en fait, il n'y a pas nécessairement d'augmentation ou de diminution par rapport à ce qu'on voyait dans le passé. Donc, ça va demeurer sensiblement au même niveau. Les gens vont continuer d'en acheter, vont continuer également de les utiliser là, pour faire leur achat du temps des fêtes. Donc, on ne voit pas nécessairement un engouement ou au contraire une diminution là, à ce niveau-là. Ah, excellent, je commence à avoir plusieurs questions. Comment voyez-vous l'utilisation de l'application des solutions Scan at Go dans les magasins? Très bonne question. Je dois avouer, en fait, ce qu'on voit, puisque les consommateurs recherchent, évidemment, c'est la sécurité en premier lieu. Donc, c'est excessivement important. Et si donc le Scan and Go fait en sorte que les gens vont se sentir plus en sécurité, c'est définitivement quelque chose que les consommateurs vont aimer. Et c'est quelque chose qui vont également, qui va faire en sorte que ça va les attirer de façon physique dans les magasins. Excellent. J'ai une autre question ici. Qu'en est-il du prolongement des heures d'ouverture permises annoncées il y a quelques jours? Ça va peut-être faire en sorte que les foules et les files d'attente vont être moins grandes à certains moments, évidemment, parce que c'est, je dirais, le gros élément qui fait en sorte que les consommateurs vont être moins enclins à se déplacer et à aller physiquement dans les magasins. Donc, ça ne peut pas nuire à ce niveau-là. Excellent. J'ai une autre question ici. Que pensez-vous du futur des programmes de loyauté? De quelle façon les faire évoluer? Au niveau des programmes de loyauté, on l'a vu là, au niveau de la présentation, j'ai plus les pourcentages, là, mais c'est quelque chose qui demeure. Je pense que c'était 50 quelques pourcents là, des consommateurs qui aiment les programmes de loyauté. Évidemment, c'est quelque chose qu'ils recherchent avec les promotions, avec les livraisons gratuites qu'on voyait qui étaient les deux premiers critères, mais au niveau du programme de loyauté, c'était le troisième critère que les consommateurs recherchent. Donc, c'est quelque chose qui demeure très important. Comment les faire évoluer. Il faut en fait que ce soit, je vais appeler ça un gagnant-gagnant. Donc, pour vous, ça vous donne l'occasion d'obtenir des données au niveau des consommateurs et de pouvoir mieux évaluer qui rentre dans vos magasins, comment les faire venir dans vos magasins. Et de l'autre côté, on voyait que les consommateurs, là, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, étaient plus enclins à partager leurs données s'ils sentent qu'ils vont avoir quelque chose en retour. Donc, je pense que c'est toujours important de garder ça en tête et de faire évoluer ce que le consommateur va recevoir et il sera plus enclin à ce moment-là de pouvoir partager leurs données. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Mesdames, je m'excuse, je prends les questions, mais allez-y si. Prochaine question. Pourquoi, selon vous, les habitudes de magasinage engendrées par le COVID sont irréversibles? En fait, parce qu'on prévoyait déjà ces tendances-là. On prévoyait, par exemple, que le magasinage en ligne allait prendre de plus en plus d'espace. Et c'est effectivement ce qu'on voyait dans les dernières années, mais ça va faire en sorte que ça va continuer. Et
il s'est passé en quelques mois ce qui aurait dû se produire en quelques années. Donc, c'est pourquoi on pense que le magasinage en ligne, les gens qui étaient peut-être moins enclins à faire du magasinage en ligne auparavant parce qu'ils ne l'avaient soit pas essayé, soit parce qu'ils ne connaissaient pas ça, maintenant qu'ils y ont goûté et qu'ils le peuvent magasiner dans le confort de leur maison, va faire en sorte que ça devrait continuer comme ça et on voit qu'on ne voit pas un retour en arrière là, à ce niveau-là. Je peux compléter, en fait, le gros critère, c'est vraiment la facilité, en fait, et la disponibilité en tout temps, qui sont les attraits très, très intéressants du online. Donc, c'est pour ça aussi que pour le retour en magasin, c'est exactement ces critères-là là, que les consommateurs vont rechercher. C'est la facilité, c'est le convenience de la chose. Là. La prochaine et dernière question. Quel est le meilleur moyen pour les commerçants de lutter face à la montée d'Amazon? Évidemment, tout ce qui est omnicanal, s'assurer d'avoir une expérience autant dans les magasins qu'au niveau du commerce électronique. Également, les livraisons rapides demeurent quelque chose que les consommateurs recherchent. La grande disponibilité et le grand éventail des produits qui sont offerts aux consommateurs est quelque chose d'important. Donc, je dirais l'expérience du consommateur, l'omnicanal et la livraison rapide. Excellent. Moi, de mon côté, je n'ai plus de questions. Et comme je disais, merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À tous. Merci.